Bonjour, chers clients, partenaires et mon team. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Schneider Electric sur le thème Conception des organes de protection RI. Je m'appelle Beat Reber, je suis responsable pour EM Industrie. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit dans le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec toute la présentation et lien vers l'assortiment. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Schneider Electric, Romain. Salut Romain. Salut Beat. Enchanté. Qui sera heureux de se présenter brièvement. Vas-y Romain. Merci beaucoup Beat. Service. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire qui traite, comme Beat l'a dit, de la protection RI et des solutions que Schneider Electric propose dans ce domaine. Je m'appelle Romain Brunner et je travaille dans la division marketing de Schneider Electric Suisse en tant que responsable des solutions de comptage et de suivi de l'énergie. Nous allons commencer avec une brève introduction concernant le cadre légal et l'actualité autour de la production d'énergie renouvelable et plus particulièrement du solaire. Comme vous le savez certainement, nous allons bientôt voter à ce sujet sur un projet de loi qui vise à augmenter notre production d'énergie renouvelable et avec notamment des objectifs pour 2035. Nous avons retiré entre autres deux choses qui sont pour nous importantes dans ce projet de loi, à savoir que le financement des installations serait prolongé jusqu'en 2035, ce qui continuerait à soutenir le marché du PV, et que l'énergie solaire devrait notamment être installée sur les toits, ce qui permet d'envisager des projets qui ne seraient pas que des grosses centrales solaires réalisées par des énormes consortiums, mais que cela soit sur des toits de bâtiments résidentiels, des grandes entreprises, de bâtiments publics. Ce sera un marché diversifié où tout le monde pourra trouver son compte. Comme je l'ai dit, il y aurait des objectifs importants pour 2035. On devrait pouvoir produire 6 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui à partir de sources d'énergie renouvelables. Donc ça, c'est déjà un challenge assez énorme. Et en plus, on devrait être capable d'augmenter notre production hivernale pour assurer que durant toute l'année, on ait assez d'énergie à disposition. Ici, on a juste un petit aperçu des différents projets qui sont en planification ou en cours de réalisation. Donc on voit dans la colonne de droite, donc en violet, la production hivernale. On voit bien que c'est l'hydraulique qui se taille la part du lion, parce que c'est beaucoup plus facile de stocker cette énergie pour l'utiliser en hiver, mais que l'éolien et le solaire ne sont pas très loin derrière, sachant surtout que autant l'hydraulique, on aura vite atteint disons, le pic de production, on n'aura plus forcément de potentiel à exploiter, mais pour le solaire, on a encore énormément de place devant nous, partout dans le paysage, pour pouvoir continuer à accroître cette production. Donc, jusqu'ici, j'ai parlé de la production, mais qu'en est-il de la consommation d'électricité ? Actuellement, seulement, on peut dire, un quart de l'énergie totale consommée en Suisse est de l'électricité. Donc en 2022, ça correspondait à 57 TWh, donc 57 000 gigawattheures d'électricité. Pour la petite histoire, ça correspond à environ 30 fois la production du barrage de la Grande Dixence. Et puis, selon les projections, avec l'électrification de notre société, on va donc clairement augmenter cette quantité d'énergie jusqu'à potentiellement 80 à 90 TWh en 2050, donc 50% d'augmentation de la production, de la consommation, ce qui est clairement énorme. En parallèle, malgré cette augmentation, la consommation totale d'énergie devrait quand même diminuer parce qu'on va remplacer tout ce qui est combustible fossile par de l'électricité, notamment dans la mobilité, la chaleur, dans l'industrie. Par contre, cela nous rendra dépendants à un seul type d'énergie, en l'occurrence l'électricité. Il faut donc qu'on soit extrêmement fiable dans l'approvisionnement et que notre réseau soit aussi capable de
gérer tout cet afflux d'énergie qui viendra de sources décentralisées et qui pourra en fait transférer cette énergie de manière fiable aux consommateurs. Si on zoome un petit peu plus sur le solaire, on voit qu'il est prévu que cette année, le solaire représente environ 10% de la production d'électricité de la Suisse. Pour atteindre cet objectif, j'avoue qu'on espère que la suite de l'année sera un peu plus ensoleillée que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, parce qu'à part pour remplir les barrages, la météo, elle est pas dingue à l'heure actuelle. Mais donc, l'Office fédéral de l'énergie considère que cette année, on atteindra une production d'environ 5 TWh. Et d'ici 2035, l'objectif est d'arriver à 30 TWh, donc comme je l'ai dit, multiplié par 6. Donc pour atteindre cet objectif, on devra installer 2000 mégawatts d'électricité chaque année. Pour la petite histoire, si on regarde le graphe à droite, un facteur 6, c'est ce qu'on a eu entre 2013 et 2023 environ. Donc c'est quelque chose qui a déjà été réalisé. Maintenant, il faut se dire que ce facteur 6, on va l'appliquer sur la valeur, disons, de 2023, ce qui multiplie en fait par 36 la valeur de 2013. Donc clairement, il y a du travail. Voilà. Après ces quelques chiffres, on peut maintenant entrer dans une partie un peu plus technique du sujet, à savoir de manière générale, quelles sont les solutions que Schneider Electric propose dans le domaine des applications solaires. Donc sur ce slide, on voit une installation solaire d'une taille déjà assez conséquente, on peut dire une petite ferme solaire, ou de taille moyenne, disons, équipée dans ce cas-là d'onduleurs string, donc qui n'a pas un seul gros onduleur pour toute l'installation, mais des onduleurs qui sont répartis sur différentes parties de la ferme solaire en l'occurrence. Ces onduleurs sont ensuite raccordés sur un tableau général basse tension qui lui sera ensuite raccordé sur un transformateur moyenne tension. On voit ici les tensions typiquement de 800 à 33 kV qui permettra ensuite d'injecter l'énergie dans le réseau moyenne tension pour la distribuer. Un petit point important, si l'on regarde en bas à gauche du slide, on voit qu'il y a deux acronymes UPE et IPE. Ce sont des acronymes qui sont passablement utilisés dans la recommandation de la branche qui traite justement de la protection ERI. Donc, je vous explique juste ce que ça veut dire. Comme ça, pour la suite, je pourrais simplement utiliser les acronymes, ça ira un petit peu plus vite. Donc, UPE, cela signifie unité de production d'énergie. Donc, c'est vraiment une partie d'installation qui produit de l'énergie. On pourrait voir par exemple le toit d'une villa avec son onduleur serait une unité de production d'énergie, une petite en l'occurrence. Et IPE, cela veut dire installation de production d'énergie. Et en gros, c'est une installation qui peut regrouper plusieurs unités, plusieurs UPE pour aboutir à une entité, un tout un peu global. Maintenant, si on regarde quel type d'appareil Schneider Electric peut proposer dans ce domaine, on voit qu'on peut proposer une large palette de différentes solutions. Donc, si on regarde la partie DC, on peut trouver nos compacts NSX en version DC. Ensuite, dès qu'on arrive dans le monde entre guillemets AC, selon la puissance nécessaire, on peut utiliser de nouveau nos compacts NSX ou nos disjoncteurs Masterpact MTZ. Une fois qu'on arrive dans le tableau BT, selon si c'est nécessaire d'avoir un disjoncteur ou un interrupteur sectionneur, on peut de nouveau choisir l'appareil qui est nécessaire. Et puis pour l'introduction ou le départ général, selon comment on voit le sens du courant, de nouveau un Masterpact MTZ qui est standard dans ce type d'installation. On a également des parasurtenseurs, en basse tension des canalisations électriques préfabriquées pour amener cette énergie notamment jusqu'au transformateur. Et puis, au niveau moyenne tension, on pourra proposer donc, les cellules, les relais de protection, et puis on a également au niveau des appareils de comptage, notamment des analyseurs de réseau qui peuvent être installés aussi bien en moyenne qu'en basse tension et qui sont extrêmement précis pour la mesure de l'énergie et de la qualité de la tension du réseau. Vous avez sur ce slide un autre aperçu un petit peu plus orienté solution BT et regroupé par tension AC ou DC. Pour ceux qui connaissent un peu nos produits, comme je l'ai dit avant, on retrouve nos compacts NSX, compacts NS, Masterpact MTZ,
ainsi qu'en bas à droite, nos armoires de distribution Prisma 7. Je ne vais pas vous faire une description détaillée de ce slide, sinon ça durerait beaucoup trop longtemps. Mais l'idée est de vous donner un aperçu selon les différentes tensions, courant alternatif, courant continu, de voir que nous avons beaucoup de solutions dans ce domaine et qu'on peut vraiment s'adapter aux différents challenges que vous rencontrez dans votre travail. On arrive maintenant vraiment dans le cœur du sujet, donc la protection RI. Cette protection est détaillée dans la recommandation raccordement des systèmes de production d'électricité au réseau, recommandation qui émane de l'AES, et c'est ce document que nous utilisons aujourd'hui comme base. Donc, qu'est-ce que c'est que cette recommandation et à quoi sert-elle? On voit que maintenant, depuis de nombreuses années, on constate que l'arrivée des énergies renouvelables entraîne des changements profonds dans notre réseau électrique. On passe d'un petit nombre de grosses installations de production à un grand nombre de petites installations réparties sur tout le territoire, avec des flux d'énergie qui ne vont plus dans une seule mais dans deux directions, et qui complexifient clairement toute l'exploitation du réseau électrique sur le territoire. Ces installations sont en train de devenir une part très importante du mix de production électrique suisse, et c'est donc important que toutes les installations, petites comme grandes, répondent à des exigences techniques adaptées qui permettent une exploitation du réseau fiable. Cette recommandation elle a donc pour but de spécifier les exigences techniques pour la connexion des UPE au réseau de distribution afin d'assurer une exploitation stable et de garder la maîtrise aussi en cas de perturbation. Et donc, un élément clé pour garantir cette protection est la protection RI. Cette recommandation elle a également pour but de servir de base de planification et d'aide à la décision pour le GRD, pour les futurs opérateurs d'IPE et pour les installateurs. Comme on l'a dit, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation, mais comme elle émane de l'Association des distributeurs d'énergie, des GRD, au moins on a une base commune qui permet de planifier les installations de manière similaire dans toute la Suisse. Pour la petite histoire, donc on a une nouvelle édition en 2020, il y a déjà 4 ans, et une des nouveautés de cette nouvelle édition était la séparation des niveaux de réseau. Donc la basse tension, la NR7, est maintenant séparée des hautes et moyennes tensions, donc NR3 et 5. Ce document-là traite spécifiquement du niveau de réseau basse tension. Les recommandations qui concernent la protection RI se trouvent au chapitre 7.4 de ce document. La plupart d'entre vous le savent probablement déjà, mais je vais juste vous redire ce que dit la recommandation au niveau de la définition de la protection RI. Donc, l'objectif de la protection RI, la protection des interfaces, est de s'assurer que le raccordement d'une IPE au réseau de distribution ne compromette pas le fonctionnement ou la sécurité de celui-ci. Cela signifie notamment que l'IPE ne doit pas mettre en danger les équipements du réseau. La protection des interfaces ne doit pas être sensible aux modifications de tension et de fréquence normales comprises dans les valeurs théoriques correspondantes sur le réseau de distribution. Donc en résumé, la protection RI elle a deux objectifs: mettre le réseau en sécurité et s'assurer qu'il ne soit pas perturbé par les installations de production d'énergie, et faire en sorte que ces installations de production d'énergie ne soient pas trop affectées en cas de, disons, perturbation normale, entre guillemets, sur le réseau de distribution d'énergie. En ce qui concerne les exigences de protection RI, elles varient en fonction du type et surtout de la taille d'installation. Donc dans le cas de petites installations, en l'occurrence moins de 30 kVA, typiquement ce qu'un particulier pourrait installer sur son toit, la protection doit être intégrée dans l'onduleur. Donc l'onduleur doit intégrer un relais de protection plus un disjoncteur de couplage. Si l'on parle d'installation de taille entre guillemets moyenne, entre 30 et 100 kVA, ici le relais de protection externe devient obligatoire. C'est-à-dire que le relais n'est plus intégré dans l'onduleur, mais il doit pouvoir agir sur le disjoncteur intégré de l'onduleur. Ça, c'est dans le cas où on a une seule unité de production d'énergie. Dans le cas où on en aurait plusieurs, là, la protection RI externe complète, entre guillemets, devient aussi obligatoire selon cette recommandation, à savoir, on a besoin d'un relais de protection externe par rapport à l'onduleur et également d'un disjoncteur de couplage externe, et le relais de protection doit pouvoir agir à la fois sur
ce disjoncteur de couplage externe et sur le disjoncteur intégré à l'onduleur. Et puis, une fois qu'on arrive dans les installations de entre guillemets, très grande taille, au-delà de 100 kVA, cette obligation est la même à ce niveau-là. Maintenant, je parle d'obligation, mais en réalité, ce document reste une recommandation. Donc, au final, ce sont les GRD qui vont décider des règles à appliquer sur leur réseau, qui peuvent découler de ces recommandations ou non, selon les spécificités et les contraintes qui sont inhérentes à leur réseau. Typiquement, un GRD qui a énormément de petites installations connectées un peu partout sur son réseau va peut-être pas exactement prendre les mêmes décisions qu'un GRD dont le réseau est encore pour le moment constitué principalement de grosses installations en plus petit nombre. Donc, pour résumer, nous chez Schneider Electric, nous allons proposer des solutions de protection RI avec disjoncteurs de couplage externe, donc pour des installations de taille moyenne à grande. Maintenant, concrètement, quelles installations peuvent ou doivent être équipées avec une protection RI externe? On voit dans le tableau ici qui émane de Suisse Solar un peu quelques statistiques et au niveau marketing, on aime toujours bien un petit peu des statistiques, avoir des données pour comprendre un petit peu vers quoi on se dirige et puis quel est le potentiel des choses dont on parle. Et puis donc dans la partie haute, on voit que le nombre total d'installations effectuées en 2022 était presque 43 000 installations. Les installations au-delà de 30 kW représentaient environ 5 000, donc un gros huitième, disons, du nombre d'installations. Par contre, en termes de puissance installée, cela correspondait à plus de 60% de la puissance totale. Et puis, comme je l'ai dit, on peut aussi regarder la partie, donc dans quel type d'environnement ces installations vont être installées. Et puis, on voit que ce sera notamment sur des toits d'industrie, de PME, dans des milieux liés à l'agriculture, sur des bâtiments tertiaires, des bâtiments publics. Donc, on voit que déjà le paysage est très varié, qu'on ne parle pas justement que de grosses ou de toutes petites centrales, il y a vraiment une énorme palette de systèmes possibles. Et puis, ces chiffres datent de 2022, mais on sait que vu la croissance, pour 2024, on peut parler de, pas tout à fait du double, je pense, mais d'entre environ 60% d'augmentation. Donc le potentiel est là, il grandit toujours plus, et puis maintenant c'est à nous de pouvoir faire le nécessaire pour le servir. Maintenant, si on va un petit peu plus dans le détail sur la partie disjoncteur de couplage externe, on voit sur la partie droite du slide un schéma de principe d'une protection RI avec un disjoncteur de couplage externe. Ça doit être, selon la recommandation, une séparation galvanique, donc on peut utiliser un contacteur, un disjoncteur moteur ou un disjoncteur mécanique standard. Le disjoncteur est un appareil qu'on va dire indépendant, donc qui peut être installé de manière relativement externe à l'installation de protection RI, typiquement dans un TGBT de manière un petit peu déportée. Et puis pour la conception du disjoncteur de couplage, il y a 3 paramètres principaux qui doivent être pris en considération. Le courant de fonctionnement, qui dépend de l'UPE, la résistance au court-circuit, qui elle sera donnée par le GRD car elle dépend du réseau, et puis le courant de court-circuit, donc la capacité en fait de commutation en fonction du courant de nouveau de court-circuit de l'installation de production d'énergie. Un point important qui est également arrivé avec la version 2020 de la recommandation, c'est la régulation pour la FRT. FRT, ça veut dire Fault Ride Through, en bon français, alimentation sans panne. Et c'est la capacité d'une IPE à supporter une perturbation de courte durée. Donc pour expliquer ça un petit peu plus clairement, auparavant, une installation de production d'énergie, quand il y avait un défaut, une perturbation sur le réseau, elle déclenchait, elle se séparait du réseau, et puis il fallait ensuite la réenclencher une fois que cette perturbation était passée, même si la perturbation était courte. L'idée de cette FRT, c'est d'installer un module tampon qui permet à l'installation de rester encore connectée pendant 3 secondes pour assurer que dans le cas d'une perturbation courte, on ne vienne pas déclencher l'installation et qu'elle ne soit pas en dérangement pour une perturbation qui, entre guillemets, n'en valait pas la peine. La recommandation donne également des valeurs de réglage pour toutes les fonctions de protection du fameux relais de protection RI. On parle typiquement surtension, sous-tension, aussi variation de fréquence. Je ne vais pas aller dans le détail de ces réglages. Et puis on verra un petit peu plus tard que le relais de protection que Schneider Electric recommande en fait dispose d'un programme préconfiguré pour avoir directement les réglages recommandés
par l'AES afin que vous ne deviez pas effectuer ces réglages vous-même. Si le GRD demande d'autres paramètres, les valeurs peuvent ensuite être adaptées ou être modifiées, disons, selon les demandes du GRD directement dans le relais de protection. Maintenant, dernier point, il existe actuellement deux possibilités d'implémentation d'une protection ERI externe. La variante de droite, dite variante B, était la seule variante recommandée avant 2020, sur laquelle on voit que le relais de protection commande deux disjoncteurs de couplage externe qui isolaient complètement l'IPE ou les UPE du réseau. Depuis la version 2020, on a maintenant la possibilité d'avoir un seul disjoncteur de couplage, donc sur la partie gauche, la variante A, mais avec un disjoncteur, le relais de protection connecté à chaque onduleur ou à chaque UPE afin de pouvoir les déclencher aussi séparément en cas de besoin. Donc la redondance dans ce cas-là n'est plus effectuée par deux disjoncteurs externes, mais un disjoncteur externe et les disjoncteurs internes de chaque onduleur dans ce cas-là. Maintenant, on a vu les principes de la protection ERI et les solutions de Schneider Electric en lien avec le solaire, et je vous propose qu'on aille un cran plus loin pour vous présenter les solutions de protection ERI avec les disjoncteurs de couplage externe de Schneider Electric. En introduction de notre solution que nous appelons V2, je vous expliquerai un petit peu les changements par rapport à la précédente version dans quelques slides. Je vous rappelle encore juste quelques points, à savoir que cette protection ERI, même si elle n'est pas obligatoire, elle est vraiment très importante afin d'assurer que le réseau de distribution d'électricité puisse fonctionner efficacement et en toute sécurité. Ce qui est important de rappeler également, c'est que le propriétaire de l'IPE est responsable de la réalisation et du fonctionnement de cette protection. Ça aussi, c'est écrit dans cette recommandation. Et c'est pour cela que nous avons développé chez Schneider Electric des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des propriétaires d'installation que nous allons voir juste après. Donc, nous allons fournir des listes de pièces, des schémas et tous les autres documents nécessaires afin que cette protection ERI puisse être réalisée de manière fiable et de la manière la plus simple possible. Voilà encore un aperçu des disjoncteurs que vous retrouvez dans les différentes variantes que nous proposons, afin que vous puissiez un petit peu les visualiser en cas de besoin. On en montrera encore deux en live juste après. Les petits disjoncteurs sont utilisés pour protéger les relais de protection ainsi que le module tampon et l'utilisation, donc les disjoncteurs de protection de ligne Acti9. Ensuite, nous avons nos disjoncteurs compacts NSX de 100 à 630 A, nos compacts NS de 630 à 3200 A, et puis nos disjoncteurs et interrupteurs à air de la gamme MasterPact, les MTZ1 qui peuvent aller jusqu'à 1600 A et les MTZ2 et 3 pour les toutes grosses installations jusqu'à 6300 A. Maintenant, je vais juste vous montrer deux exemples d'appareils réels pour illustrer ça de manière un tout petit peu plus concrète. Donc ici, nous avons amené deux disjoncteurs compacts NSX, un NSX 3 pôles standard pour installation fixe et un NSX 4 pôles pour montage sur socle motorisé. Donc typiquement avec la motorisation, le genre de disjoncteur qu'on pourra retrouver dans une installation de protection RI. Ce genre d'adaptation, donc l'ajout de la motorisation et l'ajout d'autres accessoires, peut typiquement être réalisé par Électromatériel, qui dispose d'un centre d'adaptation qui est certifié par Schneider Electric. Donc ça vous permet de commander directement le matériel adapté de la manière nécessaire pour vous. C'est effectué en Suisse dans les ateliers d'Électromatériel à Berne. Et puis ça vous garantit de recevoir un matériel certifié, fiable, dans un délai, disons, le plus rapide possible. Voilà pour ces disjoncteurs. Maintenant, si on retourne sur l'aperçu en fait, des différentes solutions de protection ERI avec couplage externe que Schneider Electric propose, nous avons groupé, disons, ces solutions en 4 sections principales. Donc on va commencer par les petites installations, où on a ici 8 niveaux de puissance nominale de 15 à 140 kVA, qui utilisent des contacteurs de puissance Thesis DK. Ensuite, on va avoir 8 niveaux de puissance nominale de 30 à 400 kVA, avec des disjoncteurs ou sectionneurs motorisés Compact NSX,
typiquement ce genre d'appareil que je viens de montrer et que vous pouvez commander chez Electromatériel. Ensuite, 4 niveaux de puissance de 500 à 1000 kVA avec des disjoncteurs de type compact NS. Et pour les grandes installations, 4 niveaux de puissance nominale entre 1000 et 2600 kVA avec nos disjoncteurs Masterpact MTZ. Et un petit commentaire concernant les prix. Donc, ils font référence à la solution complète que nous verrons dans les prochains slides, inclus relais de protection, etc. Mais dans ce cas-là, ici, c'est pour des variantes de type A, c'est-à-dire avec un seul disjoncteur de couplage externe. Pour les variantes de type B, il faut ajouter le prix du deuxième disjoncteur. Mais je vous montrerai qu'on vous a aussi un petit peu préparé le travail avec des listes d'articles sur le webshop de EM. Je vous montrerai ça à la fin de la présentation. Maintenant, à quoi ressemble la solution dans le détail? Donc, je vais juste mettre le pointeur pour pouvoir vous montrer ça de manière un petit peu plus claire. Voilà. Donc le point central, comme je l'ai dit, c'est le relais de protection. C'est un peu le cerveau de cette installation. C'est le seul composant qui n'est pas vendu directement par Schneider Electric. Nous recommandons en effet le relais de protection de l'entreprise SEAL, donc de référence UFR 1001E. Je vous en dirai plus aussi à ce sujet dans quelques slides. Ici en haut, nous avons donc deux disjoncteurs miniatures, un 4 pôles pour la mesure de tension du relais de protection et un 2 pôles pour l'alimentation et la protection du relais de protection et du module tampon et de l'alimentation qui permettent justement d'assurer cette tenue aux perturbations de 3 secondes. Ensuite, un point important pour cette variante avec un seul disjoncteur de couplage externe, c'est qu'on doit avoir la connexion avec l'onduleur. Donc ça, c'est vraiment très important de ne pas oublier d'effectuer ce raccordement pour avoir cette redondance disjoncteur externe, disjoncteur interne. Et puis, on retrouve ici en bas le disjoncteur motorisé de type compact NSX 4 pôles. Typiquement, dans les listes d'articles que vous verrez plus tard, on a intégré les moins chers, entre guillemets, les meilleurs marchés, avec déclencheurs type thermomagnétique pour les plus petites puissances et puis micrologique 2.3 à partir de 250 ampères si je ne me trompe pas. Il est toujours possible, si la communication est souhaitée, d'ajouter un micrologique type 5.2E par exemple, qui permet après de remonter les informations du compact où elles seraient nécessaires, disons. Donc comme j'ai dit, il est motorisé et il intègre également une bobine MN 24 volts pour détecter les sous-tensions et envoyer également le signal de déclenchement. Le moteur, lui, peut être réenclenché et au milieu, on a un petit relais de temporisation d'1 seconde pour assurer des réenclenchements entre guillemets propres. Au niveau des principes de conception, il y a 2 points que j'aimerais juste mettre en évidence. Le premier, c'est que nous avons volontairement pris 10% de réserve dans le dimensionnement des disjoncteurs pour que cela puisse tenir des sous-tensions environ de 10% au niveau du réseau. Et puis, le design des disjoncteurs est conçu pour des disjoncteurs fixes. C'est-à-dire que dans le cas de disjoncteurs débrochables, il faut prendre en compte le facteur de déclassement qui va avec justement la partie socle. Typiquement pour un disjoncteur de 630 ampères, on parle d'environ 10%. Voilà. Maintenant, un deuxième exemple, ici niveau variante B, avec 2 contacteurs de puissance type Thesis DK. L'idée est exactement la même. On retrouve le relais de protection, on retrouve les 2 disjoncteurs ici, le module tampon, sauf qu'on n'a pas de connexion directe avec l'onduleur. On est raccordé sur les 2 contacteurs de puissance qui sont également équipés de bobines MN. Et voilà, juste afin d'illustrer cette deuxième possibilité avec des disjoncteurs, en l'occurrence des contacteurs un peu différents. Maintenant, pour celles et ceux qui ont déjà travaillé avec nos solutions dans le passé, voici les changements que nous avons apportés par rapport à notre version 1 qui date de 2022. Au niveau des ajouts, donc, on s'est aligné sur les prix catalogue de 2024. On a également reçu cette fois la déclaration de conformité à la recommandation de l'AES, de son petit nom, la NAEA NR7CH 2020. Et puis, au niveau schéma, on a également ajouté des schémas séparés pour la partie compact NS. Au niveau des adaptations purement techniques,
on a 3 points principaux, à savoir l'adaptation de l'alimentation du relais de protection RI. Maintenant, il est alimenté directement en 230 volts. Auparavant, c'était en 24. Les disjoncteurs miniatures, maintenant, étaient de type B et maintenant sont de type C. Et finalement, on a également remplacé l'alimentation 24 volts, qui était auparavant de 2,5 ampères, maintenant par une alimentation de 3 ampères. Si on se penche maintenant sur le relais de protection proprement dit, comme je l'ai dit, c'est vraiment le cerveau de cette installation, c'est lui qui va décider ce qui se passe et qui va réagir en fonction des besoins. C'est un produit, comme je l'ai dit, que nous ne vendons pas directement. On s'appuie sur une entreprise reconnue qui s'appelle Ziel en Allemagne. Leur relais de protection, il est conforme aux exigences de la VDE en Allemagne et également aux recommandations de l'AES pour la Suisse. Et pour la Suisse, on peut sélectionner le programme 15 qui lui est préconfiguré pour les valeurs recommandées par l'AES justement dans son document. Et comme je l'ai déjà dit, si nécessaire, après les paramètres peuvent être adaptés au cas par cas si besoin. Il offre de nombreuses autres fonctionnalités, typiquement aussi un test en 2 étapes pour tester la vitesse de déclenchement des disjoncteurs connectés. Voilà, on arrive gentiment au bout de cette présentation. Je vais juste encore vous dire quelques mots sur la collaboration entre Schneider Electric et Electromatériel. Donc vous pouvez, comme je l'ai dit, facilement trouver les listes d'articles pour les variantes mentionnées sur le webshop EM. Alors ces listes ne sont pas publiques, mais vous pouvez sans autre contacter le Competency Center Industrie de EM qui vous donnera accès à ces listes. Donc là, on a les listes qui correspondent au compact NSX parce que c'est celle qu'on voit le plus sur le marché. Mais en cas de besoin, il existe aussi d'autres listes pour les autres types d'appareils. Et puis, donc l'idée ici est que vous puissiez simplement choisir la liste qui vous convient. Variante A, variante B, on voit que la liste de pièces change juste d'une unité. La variante B qui inclut un disjoncteur de plus. Et puis, vous avez à disposition la liste. Vous pouvez en 2 clics après commander les composants qui sont nécessaires. Et puis, cette étape-là serait déjà rapidement terminée. Sur la page de nos disjoncteurs compacts NSX, aussi sur le webshop EM, vous pouvez également trouver les schémas que vous avez vus plus tôt. Alors, petite parenthèse, on a remarqué que les schémas, pour le moment, ne sont qu'en allemand, ce qui est moyennement un problème vu qu'il n'y a à peu près pas de texte dessus. Mais juste que vous le sachiez, on est en train de travailler pour les mettre à jour afin que vous ayez également des schémas en français et en italien sur les pages correspondantes. Et finalement, je profite encore pour vous rappeler le centre d'adaptation des compacts NSX de EM. Si vous avez besoin de compétences pour la motorisation de compacts, typiquement comme on vient de le voir pour la protection RI, pour l'installation de bobines MN, d'autres accessoires, pour l'adaptation des déclencheurs, voilà, indépendamment de vos besoins, vous pouvez contacter EM. C'est un partenaire fiable, certifié par nous, rapide au niveau de la livraison. Donc on ne peut que vous recommander de travailler avec eux pour l'adaptation de nos disjoncteurs compacts NSX. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup. Nous avons reçu quelques questions. Je commence avec la première. Quels sont les avantages de la solution avec disjoncteur? Alors, par rapport à des contacteurs, l'avantage des disjoncteurs, c'est qu'ils offrent toutes les fonctions de protection qui ne sont pas forcément intégrées dans le contacteur, vu que le contacteur, il est juste là pour enclencher et déclencher. Donc, quand on a une solution avec contacteur, la fonction de protection, elle doit être réalisée avec des composants externes. Donc, ils vont prendre de la place supplémentaire, donc un disjoncteur ou un relais de protection supplémentaire. Et puis, ce qui est aussi important, on peut le voir ici, avec un disjoncteur, on peut facilement enclencher, déclencher l'installation, qu'il soit motorisé ici ou non. Avec un contacteur, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Donc, quand typiquement il y a une maintenance sur une installation, on peut simplement déclencher. On le voit de manière très simple, très visuelle, et on peut être sûr que l'installation n'est plus sous tension et que les gens peuvent travailler dessus de manière sécurisée. Merci beaucoup pour la réponse. Je continue avec la deuxième question. Est-il possible de désactiver la protection NA à distance? Alors oui, le relais de protection de Ziel, c'est une des fonctionnalités que je n'ai pas forcément mentionnées dans la présentation.
mais il dispose d'une entrée dite, je crois, entrée de veille, avec laquelle c'est possible de réaliser une déconnexion à distance. Merci beaucoup. Je continue avec la troisième question. Dois-je intégrer la protection NA externe dans un système de contrôle? Alors, comme je l'ai dit, je crois, avant, les appareils standards inclus dans notre système de protection aérienne ne sont pas communicants par défaut. Donc, la possibilité avec nos compacts NSX, ce serait par exemple de changer le déclencheur vers un déclencheur micrologique 5.2e, où là, on pourrait avoir toutes les informations qui sont relatives au disjoncteur, donc courant tension, alarme, etc. Ces informations-là pourraient être remontées sur un système de contrôle, sur un système de supervision. Et depuis la fin de l'année passée, si je ne me trompe pas, l'entreprise Thiel a également sorti une nouvelle version de son relais de protection qui dispose d'un écran LCD et de communication Modbus TCP. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait réfléchir à intégrer dans la prochaine version, dans la V3 de notre système de protection RI avec disjoncteur externe. Merci beaucoup. Ce sont les trois questions qui sont arrivées jusqu'à ce moment. Je retourne à toi et à Beat. Merci beaucoup. Merci. Merci Romain, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Hein. Super question, hein. Un discours captivant. Hein. Je suis sûr, avec ton présentation, on veut voir beaucoup d'autres solutions avec vous. Nous vous remercions de votre participation. Je suis sûr, avec le beau soleil extérieur, on va vu beaucoup de projets solaires et beaucoup de projets avec les protections pour les RI. Ça, c'est sûr. En bientôt, de votre participation et vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Ciao, revoir. ciao.